Le monde des boîtiers PC évolue très peu. Tant que vous avez assez de place pour mettre tous vos composants, quelques ventilateurs, votre alimentation, c'est bon, ça fait le travail. Mais voilà quelques mois, Corsair avait commencé à montrer leur nouveau R5400 qui est un boîtier avec 3 chambres. Vous êtes certainement habitué au boîtier 2 chambres où vous avez une chambre principale avec tous les composants et la seconde chambre est plus là pour abriter l'alimentation et les câbles. Donc en réalité, c'est plus pour le but esthétique, donc cacher tous les câbles d'alimentation plutôt que pour les performances. Ici, avec le R5400, la troisième chambre sert à mettre le water cooling du CPU et donc ça permet de l'isoler totalement de la chaleur générée par le GPU notamment, mais aussi d'éviter que la chaleur du CPU atteigne le GPU. Et en plus de ça, ce boîtier utilise des guides d'air, quelque chose qu'on a très peu vu dans des boîtiers, qui est pourtant très utilisé dans le monde des serveurs et qui est juste beaucoup plus logique. Je pense même que la future mode pour la plupart des boîtiers maintenant, ça va être justement les guides d'air et juste un refroidissement beaucoup mieux conçu. Alors du coup, dans cette vidéo sponsorisée par Corsair, je vous propose de découvrir justement ce Corsair A5400. Je tiens à préciser que quand je fais des vidéos sponsorisées Corsair, j'ai une totale liberté et c'est même moi qui choisis les produits que je veux tester. Je leur dis « Hey, j'adore le 5400, je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je voulais même l'utiliser pour ma config personnelle, c'est juste qu'il est sorti un peu en retard, ce qui est un peu dommage. Et donc forcément, je devais faire une vidéo dessus. J'adore ce boîtier. Rien que le design et le principe, j'adore ça. Donc ça semblait logique de faire une vidéo dessus. Donc là, je vais vous faire une vidéo de découverte parce que je ne fais pas de vidéo sponsorisée de test. Mais je vais quand même regarder ce que ça donne au niveau performance avec ce boîtier parce que je suis curieux de voir vraiment si les guides d'air, si la troisième chambre, ça fait la différence comparé à un boîtier plus classique. Et on va le comparer au Frame 4500X de chez Corsair qui est un boîtier plus classique au niveau de son refroidissement où vous avez des ventilateurs qui rentrent de l'air ici, vous avez des ventilateurs au-dessus pour faire la sortie d'air, un aussi à l'arrière. Donc un design beaucoup plus classique et beaucoup plus utilisé par pas mal de boîtiers sur le marché. Donc ça va être un bon point de comparaison selon moi par rapport justement au R5400. Et un point de comparaison intéressant que je veux voir justement, c'est au niveau des cartes graphiques parce que ça c'est une carte graphique assez classique. C'est une 9070 XT de chez Asus, un modèle TUF. Et comme vous pouvez voir, la plupart de l'air va sortir ici et ici. Et vous avez un peu d'air qui sort par ici, mais globalement, tout sort sur le côté. C'est-à-dire que dans un boîtier classique, cet air va taper contre la vitre et puis va peut-être même des fois se retrouver recyclé par les ventilateurs. Ils vont les réabsorber et les reprendre encore une fois, ce qui est pas forcément une bonne chose. Et puis évidemment, tout cet air va monter et finir dans le refroidissement du CPU qui est souvent installé au-dessus. Donc cette carte graphique va être parfaite pour faire ce genre de test. Surtout qu'une 9070 XT, si on la met à fond, on peut monter quand même à 340 watts dessus. Donc c'est un plutôt bon test. Ça devrait représenter la plupart des cartes graphiques disponibles sur le marché. Et au niveau de la plateforme de test, je vais utiliser un Core Ultra 9 285K. C'est pas forcément le CPU qui chauffe le plus, mais il chauffe quand même pas mal. Et aussi un problème avec les CPU AMD, c'est qu'ils montent souvent à 90 degrés, ils restent là parce qu'ils maximisent les performances, alors que chez Intel, ils ont pas mal travaillé surtout sur les Core Ultra pour justement que ça chauffe moins. Donc ça donnera des chiffres qui sont plus faciles à interpréter et surtout comparer d'un boîtier à l'autre. On a aussi 32 Go de RAM de chez Corsair pour information. La carte mère, c'est une Z890 Hero de chez Asus. Et au niveau du reste des composants, on va avoir une alimentation de chez Corsair, bien sûr. Et aussi le nouveau Corsair Nautilus 360 RS ARGB qui est, comme vous pouvez voir, un 360 mm avec 3 ventilateurs ARGB, ce qui va aller assez bien avec le reste du boîtier, vous allez le voir. Je vais faire plusieurs tests. On va l'installer évidemment au-dessus dans l'autre boîtier. Ici, ça va être installé dans sa propre chambre, mais j'ai aussi dans l'autre boîtier l'installer sur le côté pour montrer les deux configurations possibles. Avec Corsair a aussi fourni un petit truc qu'on mettra sur la pompe qui permet même d'avoir la température directement du CPU, donc ça c'est plutôt cool. Mais avant de faire le test, je vous propose de vous rapprocher un petit peu, de voir ce qui fait la particularité de ce boîtier. Donc déjà, vous pouvez juste l'ouvrir comme ceci. Il y a une petite encoche en dessous, vous pouvez passer vos doigts. Et la vitre entière est sur des charnières. Donc là, je suis à l'intérieur, je peux travailler directement dessus. Vous pouvez voir aussi que ce boîtier est compatible BTF avec notamment des trous à peu près partout pour faire passer justement les connecteurs. Donc ça, c'est justement un des points que je recherchais pour mon nouveau boîtier pour ma nouvelle config. Et c'est pour ça que j'étais très intéressé par le Corsair A5400. Et puis aussi, vous devez voir ici ce petit guide d'air en bas qui va servir à guider l'air qui rentre par en dessous directement dans le GPU parce que tout l'air est centralisé sur la zone à peu près ici qui est l'endroit où on va avoir justement ce GPU. Ils ont aussi pour la symétrie mis un deuxième guide d'air au-dessus qui permettra de faire la même chose, absorber cet air et le rejeter directement.
Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va faire vraiment un effet tunnel ici. L'air rentre par là et sort directement. Il va évidemment passer un peu dans la carafique, mais ça devrait sortir directement. Et donc, en toute logique, ça devrait faire circuler l'air assez rapidement dans le boîtier et donc éviter que la température intérieure monte trop haute. Vous pouvez voir d'ailleurs que la vitre est courbée juste ici. Et la vitre avant est aussi courbée, c'est un design très sympathique. Mais ça veut dire que comme la vitre arrière est courbée, forcément, ça semble logique, on n'a pas assez de place à l'arrière pour un ventilateur. Donc il y a quand même de la mèche un petit peu pour que l'air puisse sortir s'il y a justement trop de pression ou autre. Mais oui, vous n'allez pas mettre un ventilateur. Ils ont quand même mis des trous de fixation, donc je pense qu'il y a certainement possibilité de mettre par exemple une pompe de water cooling ou autre chose, ce serait tout à fait possible. La autre fonctionnalité, tant qu'on parle GPU, assez intéressante, c'est qu'ils ont ici un support pour justement le GPU. Donc on peut dévisser cette petite vis ici et après on a juste à monter ce support, le mettre juste en dessous de la carafique, resserrer et maintenant la carafique est soutenue justement par ce support là. Donc ça c'est plutôt bien conçu et surtout assez discret, donc ça j'aime beaucoup. Un petit point négatif par contre, je pense que pour le prix, Corsair aurait dû fournir 3 ventilateurs de plus au-dessus parce que forcément personne ne va mettre le water cooling là-haut, ça ne sert à rien, il y a une chambre spéciale pour ça. Et donc forcément, beaucoup de gens vont devoir acheter des ventilateurs en plus pour les mettre au-dessus. Et je pense que pour le prix du boîtier, ils auraient dû directement les fournir. Par contre, un truc cool, c'est qu'ils ont maintenant des ventilateurs reverse, donc c'est-à-dire que les pales sont inversées. Et donc là, le look est beaucoup plus clean en bas. Ok, donc on va refermer la porte et on va passer un petit peu derrière, en toute amitié bien sûr. Et là derrière, on voit justement l'intérieur de ce boîtier avec la troisième chambre qui est située juste ici. Donc ça, c'est la deuxième chambre, là où vous aurez l'alimentation et les câbles. Et ici, vous avez une mèche où vous allez installer le water cooling jusqu'à 360 mm. Les tubes vont passer au-dessus ici, je vais en parler un petit peu après. Et puis quand l'air ressort, après avoir refroidi le liquide de refroidissement, ça va passer directement sur le côté. Vous avez une plaque ici en plastique transparent qui redirige l'air en dehors du boîtier et empêche celui-ci d'être recyclé ou renvoyé vers la carafique ou autre chose. Il y a quand même une petite partie d'air, surtout si vous avez un mur ici. Mais c'est pas le plus grave sur moi parce que de l'air pourrait passer aussi par là pour aller dans l'alimentation. Donc ça ne devrait pas poser un souci. Et un truc très intéressant, c'est que du coup, les tubes de water cooling vont passer ici au-dessus. Je vais vous montrer ça après. Et surtout, comme ils ont beaucoup verré ici, c'est-à-dire que l'air va sortir très facilement. Il n'y a aucune résistance. Vous pourriez vous dire, pourquoi pas avoir mis une mèche, par exemple, pour empêcher que la poussière rentre ou autre chose. Sauf que ça ne sert à rien, parce qu'ici, il n'y a que de l'air qui va sortir. Donc la poussière ne peut pas rentrer, elle est forcément poussée en dehors. Et derrière, ça permet d'avoir moins de résistance au niveau de l'air pour le water cooling. Autre bon choix, encore une fois, selon moi, c'est que vous avez une petite encoche ici qui permet d'ouvrir le boîtier. Et comme vous pouvez voir, ça permet d'accéder directement à la deuxième chambre. Donc l'alimentation est ici. Vous avez une petite cage ici pour mettre des disques durs, des SSD SATA, peu importe ce que vous voulez. On a énormément de place ici pour mettre tous les câbles qui traîneraient en trop. Et aussi, ça se voit, on a une plaque ici qui permet de guider les câbles vers la carte mère avec beaucoup de velcro directement accrochés qui permettent de justement sécuriser tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Très bon cable management. Et pour les câbles qui vont devoir aller sur le côté de la carte mère ici, ça ne se voit pas beaucoup, donc je ferai un plan à part, mais vous avez une sorte de brosse. Et cette brosse permet de tout simplement empêcher l'air de passer, mais les câbles de toujours justement aller vers la chambre. Et vous pourriez vous dire, pourquoi pas utiliser les trucs en caoutchouc classique qu'il y a sur tous les autres boîtiers? C'est que ça marche, mais bien souvent, quand vous écartez le caoutchouc, ça laisse un énorme trou et l'air pourrait passer par là. Donc en utilisant justement ce genre de poêle qui est très utilisé justement dans l'industrie et tout ce qui est justement usine, eh bien ça permet... Je me suis fait mal. Et en utilisant ce genre de poêle, ça permet justement au câble de passer sans que l'air puisse lui avoir un chemin. Et là au-dessus aussi, vous avez des poêles qui permettent au tube de water cooling de passer parce que forcément vous allez me dire comment on fait passer le water cooling. Et vous enlevez la plaque en plastique ici, vous installez votre water cooling, vous passez la pompe à travers l'énorme trou qu'il y a là, vous l'installez sur le processeur. Et puis les tubes, vous les faites passer ici au-dessus. Et quand vous remettez le cache en plastique, les poêles permettent au tube de passer, mais évidemment à l'air de ne pas passer. Donc un design très sympathique et surtout assez intelligent selon moi. Aussi un truc que je n'avais pas remarqué, c'est qu'il y a un petit logo Link ici parce que vous pouvez prendre votre contrôleur Corsair Link et juste le mettre exactement dans cet emplacement vu que c'est magnétique. Donc ça c'est plutôt bien conçu. Et quand vous avez fini de travailler derrière, vous pouvez juste refermer la porte et c'est fini. Il existe plusieurs versions de ce R5400. Vous avez déjà une version blanche et une version noire, logique. Et vous avez ensuite une version qui utilise soit des ventilateurs ARGB ou soit des ventilateurs qui sont compatibles avec IQ Link. Moi j'ai la version ARGB pour ceux qui se demandent et c'est ce qu'on va utiliser dans nos tests. Donc ça c'est tout pour ce tour très rapide sur le R5400. Il y a d'autres fonctionnalités encore très intéressantes. Par exemple, tous les ventilateurs sont sur des plaques en métal que vous pouvez enlever pour justement installer les ventilateurs pour ensuite les remettre dans le boîtier. Très pratique. Vous pouvez enlever les caches d'ailleurs aussi.
si vous devez justement travailler dans le boîtier, vous pouvez les remettre après. Enfin bref, dans tous les cas, je vais monter ma config de test d'abord dans le Frame 4500X pour avoir vraiment les chiffres de base qui représentent la plupart des boîtiers sur le marché. Et puis après, on le mettra dans le R5400. Et en même temps, ça me permettra de voir ce que ça fait de build un PC justement dans ce boîtier. Ce qui est toujours la meilleure façon de tester un boîtier selon moi. C'est là où vous voyez les petits trucs très sympas et les trucs des fois un peu moins sympas. J'ai presque fini de monter la config de test dans le Frame 4500X. Donc on va d'abord tester avec le water cooling au-dessus, c'est ce qu'utilisent la plupart des gens. Mais je sais que certaines personnes vont le dire, oui mais tu peux le mettre aussi sur le côté et c'est plus similaire à, justement au R5400. Donc on fera ce test aussi, je vous rassure. Ah aussi, il y a une pâte thermique qui est préinstallée sur les refroidissements Corsair. Je l'ai enlevée parce qu'il faut que j'utilise la même pour tous mes tests. Et comme je vais devoir démonter et remonter le refroidissement plusieurs fois, ça semble logique, il me faut la même pâte thermique. Et je voulais faire aussi un petit tour très rapide du Frame 4500X parce qu'il y a des trucs très intéressants. Donc la gamme Frame chez Corsair, c'est une gamme qui est beaucoup plus modulaire. Vous pouvez vraiment changer les choses. Il y a beaucoup plus de vis où vous pouvez enlever des parties même du boîtier. Notamment les slots PCI Express arrière peuvent être enlevés. Comme ça, vous pouvez mettre un accessoire qui permet de mettre le GPU à la verticale. Vous avez toujours aussi ce support GPU, comme vous pouvez voir, qui est intégré directement. Donc ça, c'est plutôt cool. Au-dessus aussi, vous avez quelque chose qui vous permet de régler selon la taille de vos ventilateurs. Donc là, j'ai mis en mode 120 mm. Donc ça permet d'écarter davantage les ventilateurs près de la vitre et donc d'avoir plus de place pour brancher les câbles, ça c'est plutôt cool. Mais il y a aussi par exemple un mode 140 mm, comme ça vous pouvez installer toujours des ventilateurs 140 mm. Même le cache d'alimentation peut être enlevé, j'ai vu qu'il y avait des vis, donc c'est tout à fait possible de l'enlever. Donc si vous êtes en mode, je vais faire du water cooling, j'ai besoin de cet espace supplémentaire et j'ai envie que les câbles soient visibles, mais vous pouvez le faire. Et globalement, j'ai fait aucun effort pour gérer les câbles dans ce boîtier. Et si on va voir derrière, ça se voit. Je pense que ça se voit, c'est un peu bordélique. Mais une fois que j'aurai remis le panneau latéral et tout ça, ça ne se verra même plus. Et j'ai fait zéro effort. Je n'ai même pas utilisé de cercambe ou autre chose. Ah, aussi un détail très important, c'est que Corsair utilise des velcro avec une vis. C'est-à-dire que le velcro reste coincé toujours dans le boîtier. Et comme ça vous permet de tout simplement l'ouvrir, mettre vos câbles. Vous pouvez serrer le velcro ensuite. Et comme il y a une vis, mais il ne part pas. Vous avez certains boîtiers où il y a des velcro, c'est cool. Mais si vous tirez sur le velcro, il s'enlève. Donc ça casse un petit peu l'intérêt. Ça, c'est génial. Tous les boîtiers devraient avoir ça. Vous avez aussi le front panel qui est sur un seul connecteur. Et ça aussi, tous les boîtiers devraient l'avoir. Vous le branchez hyper rapidement. Et c'est certainement la chose qui est la plus compliquée pour quelqu'un qui débute dans le montage PC. C'est brancher le front panel. Donc ça, encore un gros point positif ici pour le 4500X. Et globalement, très bien foutu au niveau design. Mais ça reste globalement le même système de refroidissement que beaucoup de boîtiers. Comme j'ai dit, l'entrée d'air sur le côté ici ou en dessous, et puis une sortie d'air au-dessus ou à l'arrière. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vais devoir mettre un ventilateur à l'arrière pour être plus équilibré avec le R5400, parce que je sens que certaines personnes vont me dire « Oui, mais dans le test du 4500X, tu n'as même pas mis un ventilateur à l'arrière, donc tu n'as pas populé tous les slots de ventilateur possibles. » Je vais en rajouter un, comme ça au moins on ne pourra pas me le dire que je ne l'ai pas fait. Je vais en profiter aussi pour installer le petit module LCD pour le Nautilus. Donc vous voyez le dessus ici, déjà vous avez un cache, vous pouvez enlever, vous pouvez personnaliser, ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez enlever entièrement le cache qui est par-dessus les LED et donc mettre par exemple, mettre un écran LCD si vous le voulez. Donc ça permet de, si vous êtes dit, ah j'aurais dû prendre la version LCD au final, vous pouvez toujours le rajouter après, donc ça c'est plutôt cool. Et comme vous pouvez voir, donc oui, c'est vraiment juste un écran LCD. Nous avons un USB qui permet de l'alimenter, mais aussi de le contrôler, par exemple dans iCUE. Et c'est tout en fait. Donc on va faire ça. Donc j'ai juste à aligner. Je vais déjà faire passer le câble USB par au-dessus ici. Je vais le faire passer aussi entre les tubes, c'est un peu plus pratique. Et puis après, j'ai juste à l'aligner. Je viens de remarquer qu'il y a un petit pin supplémentaire juste ici qui correspond au-dessus. Donc c'est forcément dans ce sens-là qu'il faut l'installer. Donc je vais juste faire passer le câble USB comme je peux par là. Et puis on va faire correspondre au trou. Et voilà, directement nous avons notre module RGB. Mais évidemment, comme j'ai la version blanche, on voit assez bien le câble. Évidemment, prenez la version noire si vous avez un boîtier noir comme moi et aussi une carte mère noire, ça semble logique. Ok, maintenant du coup, il n'y a plus qu'à faire les tests. Et aussi installer le ventilateur derrière. Let's go. Ben voilà, il est tout beau le PC, il reste juste à mettre la vitre qui est incroyable. La vitre est juste une énorme pièce de verre courbée que vous devez... Alors, la méthode d'installation et de désinstallation est d'ailleurs sur la vitre, comme ça, il vous le montre. Mais vous devez la glisser vers l'avant et puis la pencher, donc c'est un peu particulier. Mais au niveau, par contre, design, c'est magnifique, forcément. Donc, ma foi, je vais réessayer de l'installer, peut-être. J'y arrive, comme ça. Et puis, ah oui,
Oh, voilà, c'est pas si compliqué en vrai. Et donc, bon, je vais peut-être enlever le plastique de protection, c'est pas très beau. Maintenant, j'ai plus qu'à aller faire les tests. Pour de vrai, cette fois-ci. Et voilà, le test a tourné pendant plus de 30 minutes, comme vous pouvez voir, et nous sommes à 78 degrés. Ça fluctue un petit peu, mais c'est basiquement 78 degrés sur le CPU avec une charge de 200 watts. Et de son côté, le GPU tourne à 360 watts. J'ai mis le TDP au maximum et on est à 56 degrés, donc c'est vraiment très bien refroidi. Et pour information, c'est avec une température ambiante de 23,4 degrés. On en tient compte parce que la température ambiante peut changer. Et donc maintenant, nous allons prendre le refroidissement qui est là-haut et on va le remettre sur le côté. Le water cooling est maintenant installé sur le côté, donc maintenant il prend de l'air frais. J'ai mis les ventilateurs de ce côté-là parce que c'est ce que fera la plupart des gens. Les ventilateurs du dessus sont bien à l'endroit. Je rappelle que c'est des ventilateurs inversés, donc c'est pour ça qu'on voit justement l'armature, mais l'air sort bien du boîtier, je rassure. Et au niveau température, c'est évidemment meilleur pour le CPU parce que forcément maintenant il prend de l'air frais. Nous sommes à 72-73 degrés à 200 watts de charge encore une fois. Et pour le GPU, on est toujours à 56 degrés à toujours 360 watts de charge. Donc en réalité, le GPU n'a pas vraiment augmenté, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est peut-être dû au fait que les ventilateurs du water cooling ont un meilleur débit d'air, donc peut-être qu'il y a plus de flux d'air qui passe. Donc même si cet air est légèrement plus chaud à cause du CPU, vous avez toujours des bonnes températures, c'est certainement ça je dirais. Et pour la température ambiante, nous sommes à 24 degrés, donc on est légèrement au-dessus du test d'avant. Il faudra en tenir compte. En réalité, nous avons des meilleures températures sur le GPU parce qu'il est toujours à la même température qu'avant, alors que la température ambiante a augmenté. Donc, il est mieux refroidi techniquement. Bon, maintenant, on va prendre tout ça et on va le mettre dans le R5400. Le test a tourné pendant plus de 30 minutes. Vous pouvez voir le PC monter. Et comme vous pouvez voir, nous avons un résultat de 73, mais je le vois passer de temps en temps à 74. Voilà, ça vient de passer à 74. Donc c'est plus 74 degrés sur le CPU, on est toujours à 200 watts maximum. Première surprise, c'est le GPU par contre qui a perdu 2 degrés, on est à 54. Et en réalité, il a perdu plus que 2 degrés parce que si on regarde la température ambiante, vous pouvez voir qu'on est à 1 degré au-dessus de la température ambiante du précédent test. Donc visiblement, ce design avec un guide d'air en bas semble réellement fonctionner. Maintenant que j'ai toutes mes données de test et que j'ai pu regarder aussi la température ambiante et tout ça, on peut voir que oui, clairement, le R5400 est juste mieux refroidi. Alors sur le CPU, en réalité, il a fait le même résultat que le 4500X quand on mettait le refroidissement sur le côté. Donc la meilleure configuration pour refroidir le CPU avec un 4500X en tout cas, ce qui est logique parce que tous les deux prenaient de l'air frais directement pour le CPU. Donc ça m'a pas trop étonné. Par contre, le guide d'air pour le GPU marche hyper bien parce qu'on a eu une diminution de 3 degrés sur celui-ci. 3 degrés alors que le GPU était déjà aussi bien refroidi, c'est juste énorme. Donc là, il y a clairement un très bon effet justement de tunnel pour l'air qui passe directement dans la carte graphique. Elle a l'air le plus frais possible, il n'y a rien qui est recyclé. Et puis après, tout est éjecté au-dessus du boîtier. Maintenant, pour les plus observateurs, j'ai aussi pris une troisième donnée. C'est évidemment la température de la RAM. On la voyait dans CCT. Et là, on a une petite surprise parce que sur le R5400, la RAM était 4 degrés plus chaude que sur l'autre configuration. Et je pense que c'est dû au fait que dans l'autre configuration, l'air rentrait par là et était éjecté plus par l'arrière ici. Donc, il y avait un petit peu ce mouvement en diagonale. Donc, c'est-à-dire que l'air du GPU aussi passait par là. Il y avait un peu d'air frais qui venait sur la RAM. Donc, ça permettait de la garder un peu plus basse en température. Alors que ici, comme vous pouvez voir, tout l'air froid rentre ici et passe directement au-dessus. Donc, c'est-à-dire que la RAM est sur le chemin de tout cet air chaud qui vient du GPU un petit peu ici. Donc, c'est pas vraiment étonnant. Après 44 degrés sur de la RAM, c'est pas un problème, c'est même des très bonnes températures. Je préfère avoir 3 degrés d'amélioration sur mon GPU plutôt qu'une RAM justement mieux refroidie parce que ça ne sert pas à grand chose. Bien qu'avec le prix de la RAM, ça peut être bien d'essayer de faire en sorte qu'elle dure longtemps. Ouais, peut-être. Et pour ceux qui se disent avoir un GPU qui fonctionne à 53 degrés au lieu de 56 degrés, ça va pas beaucoup aider. Le truc, c'est que oui, forcément, c'est des températures qui sont déjà excellentes. Mais derrière, ça vous permet de, par exemple, aussi réduire la vitesse des ventilateurs. Et du coup, par extension, d'avoir un PC plus silencieux. Et c'est ce que je ferai justement avec ce R5400. Vu que les températures sont aussi bonnes, je mettrai le ventilateur un petit peu plus bas pour l'entrée d'air du GPU et la sortie d'air. Et pour le CPU aussi, parce que là, on est déjà très bien. Et c'est ça aussi un avantage, avoir un très bon refroidissement. On peut choisir entre performance, mais aussi silence. Enfin bref, ce design a réellement des avantages et je pense que le plus gros d'entre eux, c'est vraiment ce guide d'air pour le GPU.
ça marche très bien et j'espère que Corsair va continuer de le faire sur plus de configs. Peut-être même sur le frame 4500X, il pourrait faire un accessoire où les gens peuvent rajouter un guide d'air. Bien que le principe des frames, c'est que vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, c'est très modulaire. Bien que le 5400 aussi est très modulaire. Pendant que je faisais le montage, j'ai remarqué que par exemple, le plateau de la carte mère, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez enlever totalement le plateau de la carte mère. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être démontées et du coup, ça permet de faire des mods et tout ça. Donc c'est plutôt prometteur si Corsair continue de faire ça sur d'autres boîtiers, y compris encore une fois les guides d'air. Et après avoir monté aussi une config dans ce boîtier, je peux vous dire que c'est un réel plaisir. Évidemment, comme le boîtier est assez grand, on a beaucoup de place et donc c'est très facile de monter. Au-dessus aussi ici, on n'a pas le water cooling dans le chemin, donc pour gérer les câbles, c'est génial parce que sur le 4500X, quand vous mettez le refroidissement au-dessus, forcément, vous n'avez plus un accès facile au câble au-dessus de la carte mère. Et ça peut être un petit peu embêtant, mais c'est le cas pour beaucoup de boîtiers. Donc quand vous avez un boîtier aussi large, et surtout avec le water cooling juste banni dans sa propre chambre, ça ouvre beaucoup de place pour gérer les câbles. Donc ça, c'est évidemment un gros point positif. Et puis au niveau look, bon, j'ai mis une carte mère noire avec une graphique qui est un peu grise. C'est pas le meilleur look avec un boîtier blanc, mais je trouve que ce boîtier est juste magnifique. Donc je l'utiliserai quoi qu'il arrive pour une future config sur la chaîne. Donc parfois, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo-ci. Je vais en rester là. Le but, c'était vraiment de voir si cette triple chambre avait un intérêt. Et pour moi, c'est totalement le cas. Le guide d'air aussi est très intéressant et je suis sûr que c'est quelque chose qui va arriver dans plus de boîtiers. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que le design des GPU actuels n'est pas forcément le meilleur. Donc si on peut optimiser ça via le boîtier, ça fait pas de mal. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. Encore un grand merci à Corsair d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine. Ciao, ciao.